Sylvain Piron est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, spécialiste de l'histoire intellectuelle des sociétés médiévales. Il a traduit et édité des textes du Moyen-Âge et publié une étude remarquée aux éditions Zone Sensible sur Opicino de Canistris, Dialectique du monstre, et 2 essais, L'occupation du monde en 2018 et Généalogie de la morale économique en 2020. C'est en 2021 que Sylvain Piron fonde avec Grégoire Langouet les éditions Vues de l'Esprit, afin de donner une suite contemporaine à ses recherches médiévales sur les liens entre les pensées religieuses, économiques et rationnelles. Le catalogue compte des textes sur les maisons hantées, les pouvoirs visionnaires de Proust, les anthropologies décoloniales. Vendredi 7 mars 2025, la librairie Ombre Blanche recevait Sylvain Piron autour de la parution en poche, chez Point, de l'ouvrage L'occupation du monde, expression qui désigne à la fois la conquête illimitée des espaces naturels et l'agitation des êtres qui en prennent possession, un essai sur le désastre écologique et qui propose une interprétation globale du destin de l'Occident en vue de défendre la nécessité d'un autre rapport au monde. Sylvain Piron était aussi invité afin d'évoquer la création des éditions Vues de l'Esprit avec Grégoire Langouet. Bonne écoute. Bonjour à tous, merci d'être venus. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Sylvain Piron, qui est médiéviste, qui est directeur de recherche à l'École des hautes études en sciences sociales, qui s'occupe dorénavant, il vient de me le dire, d'un master également, et qui est un spécialiste, entre autres, de l'histoire intellectuelle plutôt du XIIe au XIVe siècle, mais qui nous parle... Son champ de recherche est un peu élargi sur un peu l'histoire intellectuelle de l'Occident de manière plus générale, et qui est venu aujourd'hui nous présenter son titre, qui était paru en grand format chez Zone Sensible il y a quelques années, mais qui vient de paraître en poche fin 2024, L'occupation du monde, et qui nous parlera également un petit peu, j'en ai pris quelques-uns parmi les premiers et les derniers de la collection de sa maison d'édition, Vues de l'Esprit. Oui, Vues de l'Esprit. J'ai entendu Vive l'Esprit. Vues de l'Esprit. Pardon si j'ai bafouillé. Alors, on va commencer d'abord par parler un petit peu de l'occupation du monde, puisqu'on va voir, il y a un petit lien après avec la collection. C'est un texte qui est aussi une préparation à une suite Généalogie de la morale économique, qui est également paru aux éditions Zone Sensible, et qui essaye d'expliquer un peu les origines, en tout cas de poser un cadre pour le moment sur les liens entre notre système économique et l'histoire intellectuelle médiévale, puisque vous indiquez que l'histoire de l'Occident était caractérisée par une altérité croissante de son rapport au monde. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu plus ce que vous entendez par une altérité croissante de son rapport au monde ? Oui, mais donc, d'abord, merci de l'invitation et je suis très très heureux d'être à Toulouse, en particulier dans cette librairie, et de pouvoir donc expliquer un petit peu ce que j'ai fait. C'est un livre très bizarre, je ne vais pas cacher qu'il est donc, très étrange, où j'essaye de tout expliquer en quelques pages. C'était ça et c'est littéralement l'introduction d'un livre plus gros. Le livre plus gros, on s'est arrêté à 450 pages parce qu'il aurait pu encore grossir et c'était pas la peine d'aller plus loin. Et c'était une façon de faire un peu le bilan et d'expliquer et de justifier l'intérêt des recherches que j'avais menées depuis déjà assez longtemps sur une chose bizarre qui n'intéresse pas grand monde, qui est la pensée économique médiévale, c'est-à-dire la façon dont les théologiens du XIIIe, XIVe siècle se sont intéressés à ce que nous appelons l'économie, qu'ils n'appelaient pas comme ça, pour essayer de la comprendre comme alors des phénomènes à la fois sociaux avec certaines régularités, mais surtout des engagements moraux, et donc une vision morale de l'économie. Voilà. Ce qui me semblait intéressant à opposer à la façon dont on conçoit l'économie aujourd'hui. Et j'avais fait des travaux sur différents concepts, parce que ça m'intéressait de situer l'histoire des concepts et de montrer précisément que certains concepts apparaissent au XIIIe siècle. Dans le XIIIe siècle,
quand on est treiziémiste, on a tendance à dire que le XIIIe siècle, c'est le début de tout, mais de fait, il y a des bons arguments pour dire que c'est le début de beaucoup de choses, par exemple l'université, les universités, une forme de pensée tout à fait nouvelle qui émerge, une rationalité très grande, c'est vraiment un siècle de lumière, de rationalité extrême. Donc je voulais situer ça dans la longue durée. Mais au moment d'essayer d'expliquer l'intérêt de lire ces textes et de situer ces histoires, histoire de concept, que vous trouvez dans le 2e volume, il y a des chapitres sur le concept de valeur, de travail, de risque, industrie, toute une série de notions dont je tire le fil. Mais j'ai ressenti le besoin de justifier ça en fonction de la situation présente, donc on était en 2017, et donc d'expliquer le monde. Voilà, c'est une chose très bizarre qui peut arriver parfois dans la vie. On a ce besoin de tout expliquer d'un coup. Qu'est-ce que l'Occident? Qu'est-ce que la modernité? Qu'est-ce que le christianisme? Qu'est-ce que l'économie? Et donc c'est ça ce texte. C'est pour ça que c'est compliqué de le résumer. Et c'était donc une façon de dire l'histoire, la crise que nous vivons, nous vivons plusieurs crises à la fois. On est toujours dans des crises, mais là on est plus dans une crise. On dit plutôt un désastre, une catastrophe environnementale. Et ce qui, en fait, c'était, pardon, on est entre nous, donc je peux vous dire des choses, pas privées, mais il y a un côté autobiographique, c'est-à-dire que je me suis souvenu de ma jeunesse, quand j'étais enfant, dans les années 70, je voyais le monde d'une façon très différente et je pensais que tout irait bien. Qu'on allait vers un monde apaisé, juste, où les peuples seraient libérés, il y aurait une solidarité entre les nations, etc., qu'on allait vers la lumière, vers la raison. Et donc la question fondamentale, c'est pourquoi ça a si mal tourné et pourquoi précisément depuis l'époque où on sait, où on a tous les éléments du tableau, de la perturbation des cycles, de l'eau, de l'air, de l'azote, le réchauffement, la perte de biodiversité, tous ces éléments-là dont on parle encore aujourd'hui, qu'on a mis très longtemps à admettre, et encore beaucoup de gens le contestent, mais en réalité, les scientifiques avaient une vision parfaitement cohérente de tout ça à la fin des années 60. Donc pourquoi tout ce recul, pourquoi cette incapacité à affronter cette situation? Et en réalité, j'ai compris que j'étais devenu médiéviste pour comprendre la longue durée de cette histoire. Ça, c'était vraiment ça, mon propre parcours. Et donc j'ai essayé de comprendre ce que j'avais fait et de situer dans la très longue durée cette crise, cet état contemporain. L'élément clé dans l'affaire, pour moi, c'est ce qu'on appelle le néolibéralisme. Qu'est-ce qui a fait que, d'un seul coup, au moment précis où la question majeure qui se posait requérait une coopération internationale, un contrôle de l'économie par les États, une limitation du marché, une limitation de la consommation, au contraire, c'est une pensée économique néolibérale qui s'est imposée au monde entier et qui a aggravé ces perturbations. Donc d'où vient ce tournant? Et alors, on peut l'analyser en historien du contemporain, mais je me suis dit, il y a quelque chose de beaucoup plus longue durée, de beaucoup plus profond, et donc le rapport d'une altérité croissante au monde. Oui, en fait, c'est un livre de philosophie en réalité. C'est à la fois un livre d'histoire et de philo. Donc j'ai essayé de réfléchir à ça, le fait. Qu'est-ce qui fait que notre rapport au monde est devenu de plus en plus artificiel? On parle dans des micros, on peut plus parler en face, on se regarde dans des téléphones. Voilà. Mais il n'y a pas que les dispositifs techniques, il y a beaucoup d'autres éléments qui ont rendu notre rapport au monde moins direct, moins... alors, Ivan Illich a été un auteur très intéressant pour moi, parce que c'est vraiment un penseur, donc un critique de la technique, qui parle exactement de ces questions. Et je me suis rendu compte que lui était un allié possible. Et j'ai du coup relu beaucoup de textes. Voilà, donc ça part un peu dans tous les sens, mais avec une volonté de raconter cette histoire de l'Occident. Et la proposition générale, pour la résumer, c'est de dire qu'il y a une histoire de l'Occident au sens strict, c'est-à-dire l'ouest de l'Europe. Il se passe quelque chose à l'ouest de l'Europe au XIe siècle, de la péninsule ibérique aux îles britanniques. Il y a quelque chose qui se produit, où les sociétés se transforment, il y a un mode différent d'organiser des sociétés, le rapport à peu près tout se modifie, et cet Occident, qui était tout petit au départ, devient très gros, puissant, occupe le monde. Et c'est cette histoire de l'Occident qui commence autour de l'an 1000 et qui finit vers l'an 2000.
Donc ça me semblait intéressant, simple, pratique, comme proposition, de penser une histoire de 1000 ans, de l'histoire de l'Occident. Et un des fils de cette histoire de l'Occident. Alors, c'est pas univoque, c'est très complexe, je n'explique pas tout, mais c'est juste une proposition pour se dire, il y a une dynamique depuis le début de cette histoire occidentale. Et quand je dis l'an 2000, elle finit à l'an 2000, c'est qu'on est rentré dans un monde global où l'Occident n'est plus le maître du jeu, des puissances asiatiques reprennent le dessus. C'est autre chose qui commence depuis l'an 2000, en gros. Voilà. C'est un peu ça la proposition générale. Et dans cette histoire de très longue durée, il y a effectivement cette dissociation qui se produit, enfin, ces dissociations différentes qui se produisent dans le rapport au monde, qui font qu'on artificialise et qu'on transforme et qu'on n'a pas cette envie de choses propres à cette volonté. Toute une série d'éléments, si on les met ensemble, on peut l'appeler ça cette altérité au monde. Quels sont, pour vous, du coup, ce qui fait la spécificité du monde chrétien et de l'Occident, qui fait que ce rapport de domination de la nature est plus présent peut-être dans le monde chrétien occidental qu'ailleurs? Est-ce que si ce n'était pas arrivé en Occident, ça aurait pu arriver ailleurs? C'est juste qu'on a été les premiers ou... Voilà. Alors, peut-être donc je peux expliquer le sens du mot occupation, ça me semblait un mot intéressant à utiliser. En fait, à la base, tous les empires tendent à occuper un espace, à s'étendre pour contrôler, dominer, et en traçant des routes droites. La ligne droite, c'est le signe de l'abstraction du pouvoir. Quand les choses sont naturelles, les chemins tournent. Quand c'est un pouvoir central impérial qui impose, on trace des routes droites. C'est ce que font les Romains, c'est ce que fait Napoléon. Tous les empires, y compris les Chinois, donc les Mayas, c'est quelque chose d'assez général. Il y a une façon d'occuper l'espace, de contrôler de manière militaire, politique. Donc l'occupation en latin, c'est vraiment l'occupation militaire d'un espace, l'organisation de cet espace occupé. Mais ça peut prendre après une autre dimension. Disons de métaphysique, c'est ça qui apparaît dans l'Occident. Il y a un devoir d'occuper, de transformer. Et là, le choix de ce mot était venu d'une observation que je développe dans le 2e volume, avec un chapitre sur l'occupation du temps, parce qu'on occupe à la fois l'espace et le temps, où le mot occupatio était assez négatif dans la morale romaine classique. Il y a des textes... des textes assez forts qui disent les gens occupés ne peuvent rien faire de bien parce qu'ils sont occupés par... Être occupé, c'est être envahi par des pensées qui vous sont extérieures. Vous n'êtes pas libre si vous êtes occupé, par définition. Et les gens occupés sont les gens qui font des affaires, qui sont dans le commerce, dans les choses qui sont considérées comme viles du point de vue de la morale. Des riches sénateurs romains qui possèdent leurs terres, qui n'ont pas besoin de s'occuper de ces choses-là parce qu'ils ont des intendants qui gèrent leurs affaires et qui peuvent avoir ce loisir, l'otium romain. Le negotium, c'est ce qui est néfaste à ce qui est le contraire de ce loisir, de cette liberté. Donc l'occupatio est quelque chose de négatif pour les Romains. Or, d'un seul coup, dans le monde romain, chez les moines, c'est comme ça qu'on va traduire une chose très positive, c'est le fait d'être tout le temps occupé à quelque chose. Il y a une citation de Saint Jérôme qui est très célèbre, qui dit à un jeune homme qui voudrait devenir moine, on lui dit pas tout de suite, t'es un peu trop jeune, prépare-toi avant. Le monachisme, c'est vraiment une invention toute nouvelle du IVe siècle. Et donc Jérôme, la lettre date du tout début du 5e, bon, peu importe. En tout cas, c'est prépare-toi et en tout cas... Phrase célèbre, trouve-toi quelque chose à faire afin que le diable te trouve toujours occupé. Il faut faire quelque chose et il y a une sorte de, alors je dirais pas maladie, mais une tendance occidentale qui peut venir de là, qui a plein de sources. Après, j'essaie d'analyser les différentes sources de cette besoin de s'occuper. C'est effectivement, il faut ne pas être oisif pour ne pas être tenté. Alors, c'était par le diable, après, ça sera par les péchés, mais les péchés capitaux sont issus des 7 démons décrits par Évagre le Pontique, il y a une connexion. Donc ça, c'est s'occuper pour ne pas céder aux péchés. Et donc, il faut travailler, sauf les jours où il ne faut pas travailler, c'est important de ne pas travailler. Alors, il y a toute une série de règles qui s'imposent, mais c'est cette idée, on doit contrôler, maîtriser son temps et être efficace, faire des choses efficaces, et c'est devenu un élément crucial de la morale occidentale qui, là, clairement, a un aspect chrétien. Donc,
être occupé, s'occuper est quelque chose qui devient une valeur positive alors que c'était très négatif. Donc c'est ça que ce basculement, on peut dire peut-être qu'il y a quelque chose d'un peu chrétien dans cette histoire, mais je ne veux pas du tout accentuer et encore moins parler de responsabilité, parce que ça n'aurait aucun sens. C'est juste le christianisme latin. Donc c'est pour ça que dans l'Occupation, il y a un chapitre sur l'histoire du christianisme en résumé. Bon. Mais après, c'est écrit dans l'enthousiasme, donc parfois on écrit des choses un petit peu folle quand on écrit vite, mais cette tournant du christianisme, donc le christianisme n'est pas une voie unique, il y a plein de bifurcations et il y a un chemin particulier qui mène à la situation occidentale où ce qui définit l'Occident, au fond, c'est la chute de l'Empire romain, la fin d'un empire, et quelque chose qui se forme sur les ruines de l'Empire. Il n'y a plus d'empire, il y a des constructions, des formations des royaumes, des principautés, des petits territoires qui s'auto-organisent, des villes qui s'auto-organisent. Et en fait, c'est ça ce qui fait l'Occident, c'est cette autoconstruction de communautés, d'espaces politiques restreints qui vont s'agglomérer pour créer quelque chose qui seront les royaumes, puis les nations, c'est-à-dire des espaces politiques qui ne veulent pas s'étendre, qui finalement acceptent de rester dans leurs frontières, au moins sur leur continent. Ils vont faire la guerre ailleurs, ils vont conquérir des terres ailleurs, mais en Europe, l'Empire, c'est typiquement la Russie qui veut envahir l'Ukraine. C'est ça qui choque, parce que l'idée d'une nation, c'est une nation qui reste dans ses limites. Voilà. Et donc ces idées-là, elles ont une très longue maturation depuis le... Voilà. Il y a pas de... Encore une fois, quand on décrit une dynamique, il n'y a pas forcément une ressemblance entre le point de départ et le point d'arrivée, c'est juste de trouver des principes, des idées qui vont faire leur chemin et en se déployant, se transformer au fur et à mesure. Voilà. Je parle trop bien, juste pour dire que le christianisme occidental, latin, c'est celui de la papauté qui veut prendre à un moment la place de l'Empire. Ça ne marche pas, c'est ce qu'on appelle la réforme grégorienne, mais il y a eu un moment où les papes au XIe, XIIe siècle ont voulu prendre le flambeau de l'Empire. Et ce qui crée des choses très très bizarres. Et c'est un peu un des éléments du rapport au pouvoir de l'Occident qui est cette étrangeté qui a joué un grand rôle. Là encore, ça se déploie sur plein de facettes. Mais donc, je ne parle pas du christianisme en soi, parce qu'il n'y a pas d'essence du christianisme, mais qu'il n'y a pas d'essence de l'islam ou du judaïsme. Il y a différentes formes. Il y a des traditions qui se transforment, qui ont plusieurs branches. Et donc, il y a un christianisme impliqué dans l'histoire de l'Occident. L'histoire de l'Occident est imbriquée avec l'histoire de ce christianisme-là. Et c'est en ce sens-là qu'il a joué un rôle dans la création de cet imaginaire et de ce que j'appelle une idéologie économique, au fond. C'est une idéologie qui appelle à transformer le monde, notamment parce qu'il faut faire quelque chose de ses mains, il faut être efficace, il faut ne pas perdre son temps, tous ces éléments qu'on considère comme que les économistes vont considérer à plat comme des vérités naturelles. Or, en fait, ce sont des injonctions morales. Donc l'élément qui m'intéresse, c'est de rappeler que l'économie est fondamentalement une morale et que dans cette morale, il y a des injonctions très profondes liées à cette idée chrétienne qu'on est là pour faire quelque chose de sa vie et on ne doit pas rester oisif, les bras ballants, il faut s'occuper. Et dans tout ce cheminement et dans toute cette évolution de la morale économique, il y a un personnage que moi je ne connaissais personnellement pas du tout, qui m'a un peu marqué, parce que... alors, je vous laisserai l'expliquer, même si le sens a énormément changé. C'est Pierre de Jean Olivi qui écrit un traité des contrats et pour qui, j'ai l'impression qu'avant, l'idée de faire un prêt et d'avoir un intérêt sur un prêt, c'est immoral. Et avec lui, ça change un peu et il apporte ce terme de capital, alors qui n'est pas le terme qu'on utilise aujourd'hui, mais... Oui, alors merci. En fait, donc, Olivi, c'est le sujet de ma thèse. Donc, c'était mon point de départ. C'est un franciscain de Languedoc, né à Sérignan, près de Béziers, mort à Narbonne en 1298, qui a été un saint, un héros local, avant que les supérieurs et la papauté décident d'éradiquer sa tombe, de pourchasser ses disciples qui ont été massacrés dans les années 1318-1325 à travers tout le Languedoc, depuis Agde jusqu'à Sainte-Gabelle. Il y a eu des bûchers à Toulouse aussi. L'inquisiteur Bernard Guy, le célèbre, en a fait brûler quelques-uns à Toulouse même. Donc c'est l'inspirateur d'un mouvement qui s'est retrouvé dissident, mais qui lui était un vrai franciscain théologien qui a parlé de tous les sujets, et notamment de la pauvreté, de la perfection évangélique. Mais il a aussi fait un cours pour ses disciples à Narbonne qui allaient être confesseurs des marchands pour leur apprendre à analyser les traités, les contrats des marchands,
ce que font les marchands. Les marchands chrétiens font des opérations, il faut pouvoir leur dire est-ce que ce que vous faites est correct ou non au regard des commandements divins. Et donc la question précise là, c'est la question de l'usure. L'usure, c'est prendre un intérêt sur un prêt de consommation. Ça, c'est interdit. Dans la Bible, c'est un interdit absolu. Et ce que fait Olivier dans son analyse, il dit mais il y a certains types de contrats passés entre des marchands où ce qui est impliqué, c'est pas un prêt de consommation pour survivre, c'est un prêt entre des marchands qui veulent faire du profit. Et donc, à quelles conditions un contrat passé entre marchands échappe à la qualification d'usure. Et il dit si c'est un capital, et là il emploie un mot occitan, enfin, pour lui, c'est un mot occitan, capital, qui est un mot utilisé dans le commerce méditerranéen, ou qui signifie une somme qui va être investie, soumise à un risque, destinée à produire un profit au terme d'une opération commerciale de longue durée. Voilà. C'est ça le capital. Donc, les gens qui investissent dans ces choses-là, c'est pas la même chose que de faire un prêt de consommation à des gens pour les aider à survivre. Quand c'est pour aider, ça doit être gratuit, mais quand c'est pour un investissement, non, au contraire, il peut y avoir, mais à certaines conditions. Il y a toute une série d'analyses, de concepts analytiques qui sont déployés dans ce texte. Très fascinant, et c'est dans ce texte-là où on voit apparaître les premières définitions de certaines notions qui restent utilisées dans la pensée économique contemporaine. C'est vraiment... j'ai rencontré un économiste, un ex de la Toulouse School of Economics, un Tarnais, Jean-Paul Azam, qui s'est intéressé, qui lit ce texte comme un vrai traité de microéconomie contemporaine, qu'il trouve extrêmement brillant pour... qu'il arrive à formaliser en termes économiques contemporains. Voilà. Donc c'est cet homme-là qui m'a intéressé. Et alors c'est compliqué parce qu'il est à la fois du bon côté et du mauvais côté, dans le sens où il est un jalon de cette histoire de la construction de la pensée économique et de la domination économique sur le monde dans laquelle nous vivons. Et en même temps, il donne des arguments moraux pour résister à la naturalisation de ces rapports économiques. Et alors, c'est parfait que vous ayez abordé le fait que vous ayez travaillé ou rencontré un économiste, puisque vous, voilà, dans cet ouvrage, vous essayez aussi un peu de décloisonner les sciences humaines et sociales. Et d'ailleurs, il y a un aspect relativement critique un peu envers l'économie, on a un peu l'impression qu'en fait, c'est une science, mais dont les axiomes, qui seraient un peu les comportements des usagers, des acheteurs, les comportements humains seraient assez biaisés, en fait. Est-ce que vous invitez à... J'invite à supprimer les facultés d'économie, à liquider la Toulouse School. Il faut que l'économie devienne une discipline des sciences sociales normales, qu'elle soit soumise au régime normal de travail de sciences sociales, qu'elle n'ait pas ce privilège. En fait, elle est un peu comme la théologie médiévale, elle est plus haute. Les économistes sont mieux payés, ils sont mieux considérés, ils sont écoutés par les hommes politiques, au contraire de toutes les autres sciences sociales. Voilà. Donc, non, il faut les ramener à un statut normal. Et ce statut normal, c'est être soumis à des règles, ne pas défendre des principes normatifs. C'est une discipline qui est normative, qui dit on doit faire comme ça. Mais alors, aucun historien, aucun anthropologue ne dirait on doit faire comme ça. Non, c'est pas. Voilà. Donc il y a vraiment quelque chose de bizarre dans cette discipline qui est là pour justifier des pratiques. Voilà, c'est ça. Et des pratiques, vu l'état des choses, des pratiques capitalistes, libérales, avec différentes variantes, bien sûr, il y a différentes écoles, mais quand même globalement, ça va dans un seul sens et qui est là pour nous dire non, mais c'est pas grave les problèmes écologiques, on va toujours s'en sortir parce que la technologie et la finance trouveront toujours des solutions. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a pour moi un vrai. Certains économistes sont plus ouverts que d'autres, mais globalement, c'est vraiment la pensée économique qui a pris le contrôle des choses une fois que le constat, vraiment, c'est autour de 70-72, dans ces années-là, très précisément, c'est là où sont créés des ministères de l'environnement. Donc les gouvernements sont au courant qu'il y a un vrai problème, qu'il faut le gérer, etc. Il y a un rapport, le fameux rapport Meadows du Club de Rome, qui dit il faut poser des limites à la croissance, sinon tout va s'effondrer. Et c'est à ce moment précis où les économistes prennent le pouvoir, disons, symbolique, dominent vraiment et quelles que soient leurs orientations, des keynésiens, néolibéraux, peu importe, ils disent c'est pas possible. La croissance ne peut pas s'arrêter. Et notre métier, c'est de défendre un dogme qui est celui de la croissance. Il y aura toujours une croissance. La société ne peut pas vivre sans croissance. Voilà. Et on reste bloqué depuis 1973, qui est à la fois une crise économique et une crise intellectuelle de ce point de vue-là. Les économistes auront des solutions pour relancer la croissance. Ça fait 50 ans qu'on entend ce discours. Voilà. Mais, sauf que ça ne mène nulle part et ce n'est pas la solution à la situation contemporaine. En même temps, un peu... Aux alentours des mêmes années que le rapport Meadows, il y a eu aussi Lynn White, qui a été un des premiers à parler de l'alliance et de la technique
de l'Alliance de la science et de la technique dans l'exploitation de la nature, et qui a été un des premiers à exposer cette idée que tout ça prendrait ses racines un peu au Moyen-Âge. En quoi c'est un article déterminant? C'est pas un article, c'est une conférence. Alors oui, Lynn White, c'est la source de beaucoup de malentendus. C'est un homme remarquable qui est un très grand historien des sciences et de la technique, un Américain très cultivé, un homme vraiment de très grande culture qui était capable d'intervenir dans des débats publics sur beaucoup de sujets, ce qui est très rare aux États-Unis. C'est vraiment une figure très 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 particulière, un fils de pasteur, qui a cette envergure, voilà, et qui avait très bien compris dans les années 60 ce qui se passait. Il était ami des scientifiques qui mettaient en évidence les perturbations irrémédiables qui étaient en train de se mettre en place. C'est certains de ses amis, alors je n'ai pas réussi à identifier lesquels, qui l'ont fait intervenir dans une conférence à l'Assemblée général d'une association américaine pour l'avancement des sciences, donc un gros congrès des scientifiques américains, où il a voulu faire une conférence provocatrice. Et il a réussi. Il a vraiment, là, c'est un coup de génie, en faisant une conférence très brève sur les racines historiques de notre crise environnementale. Historique, hein, il n'a pas dit religieuse. Souvent, on confond et on dit religieux, mais non, c'est historique. Et il dit il y a des racines historiques médiévales de la crise environnementale qu'on est en train de vivre. Et ça a été extrêmement choquant parce qu'il mettait en cause le christianisme. Enfin, beaucoup de gens ont compris qu'il mettait en cause le christianisme, l'essence du christianisme. Voilà. Mais c'est pas un article, c'est vraiment une conférence très très brève, sans notes de bas de page, avec des propositions très générales. Mais c'était juste choquer les scientifiques américains pour leur dire c'est très grave et c'est une crise de société et de culture. C'est notre culture en général qui conduit à ce désastre. Et donc il proposait François d'Assise comme contre-modèle d'un rapport plus pacifié à la nature. Alors l'article est très ironique. Hein, la conférence a été publiée comme article dans la revue Science, je sais plus, Science. Bon, peu importe. Dans une de ces grandes revues, c'est l'article le plus cité et de très loin pour les études médiévales. Dans Google Scholar, vous verrez, il bat tous les records, c'est toujours cité. Et il termine en disant « Je propose François d'Assise comme saint patron des écologistes ». Donc, ce qui a été appliqué. Lui est protestant, il s'en moque, enfin, c'est une blague pour lui de dire ça, mais certains ont poussé le pape Jean-Paul II à reconnaître François d'Assise comme saint patron des écologistes, ce qui n'a rien changé au tableau d'ensemble. Et donc, voilà, je pense qu'il a une intuition qui est juste, donc c'est aussi une grande partie une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce travail, c'était pour démontrer, parce que tout le monde dit non mais c'est pas vrai, il s'est trompé, c'est faux. Non, la question n'est pas là. Il a fait une conférence provocatrice, mais il a une intuition qui est tout à fait correcte. Il y a quelque chose de longue durée. Il y a dans la longue durée de l'Occident quelque chose à comprendre qui mène dans ce sens-là. Voilà, pour situer. Est-ce que ce qu'on a perdu dans cette évolution de longue durée de l'histoire de l'Occident, c'est un peu aussi notre rapport au visible et à l'invisible, parce que vous parlez un peu aussi de pas mal d'anthropologues, et du coup vous indiquez que l'inclusion de l'invisible dans l'observation anthropologique ne peut se limiter au seul monde de l'animisme et du totémisme. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut qu'on retrouve, qu'on retravaille, ce rapport à l'invisible? Oui. Donc c'est la phrase que tu viens de citer, c'est une discussion de Philippe Descola, donc le grand anthropologue, dont depuis 20 ans tout le monde discute de sa définition de 4 cases des sociétés auraient 4 types de rapports au monde. Alors lui, en fonction, c'est très compliqué, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais animisme et totémisme sont 2 des variantes, et les autres sont et donc c'est le 4e qui m'intéresse. Le monde de la hiérarchie, il l'appelle l'analogisme. L'analogisme. En fait, mais sous le nom d'analogisme, il met toutes les sociétés religieuses avec des médiations. Voilà. Donc tout ce qui est hiérarchique, en réalité, rentre dans la case analogie. Alors, c'est un auteur passionnant, un homme de très grande culture, etc. C'est très intéressant de discuter avec lui. Mais il y a une chose qu'il n'a pas. Donc, il construit tout son modèle sur la dissociation entre nature et culture. Et il dit voilà, c'est ça le naturalisme, c'est nous avons séparé la vie de la nature et la vie culturelle, alors que nous sommes à la fois culturels et naturels. Bon. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il veut dire qu'il y a un naturalisme contemporain qui est cette façon de concevoir les choses où les humains ne sont plus dans la nature, ils sont effectivement dans le domaine de l'artifice. Et ce que je voulais essayer de dire, c'est
cette histoire-là, en fait, elle suppose une dissociation que Descola ne voit pas entre deux catégories qui sont très banales pour nous, mais qui ont une origine au XIIIe siècle, bien évidemment, qui est la distinction entre le naturel et le surnaturel, supernaturalisme en latin. C'est une distinction qui apparaît avec Thomas d'Aquin. À Toulouse, on salue Thomas d'Aquin, qui est un très grand penseur. Et Thomas, qui était un théologien et philosophe à la fois, veut avoir une lecture philosophique du monde naturel, en lisant et commentant Aristote, et en même temps, il est théologien et il veut comprendre la différence entre les causalités du monde naturel et les causalités du monde surnaturel, donc divin, sans séparer les deux, puisqu'il dit l'être humain est naturellement tourné vers le surnaturel. Il y a un désir du surnaturel dans l'être humain. C'est une chose essentielle pour Thomas. Donc c'est pas dissocié, mais la discussion théologique au fil des siècles, et ça dure quelques siècles, jusqu'au XVIe, arrivera à la dissociation complète des registres. Il y a d'un côté le monde naturel, qui est un monde mécanique, et de l'autre côté un monde surnaturel, qui est le monde de la grâce. Et les deux ne communiquent de moins en moins et plus du tout. Et en réalité, donc tout un processus qu'on peut appeler, avec Max Weber et Marcel Gauchet, un désenchantement du monde, c'est un processus donc de dissociation de ces registres, dans lequel on finit par se dire le monde invisible, le monde surnaturel, on n'y croit plus du tout, c'est pas important, ce qui compte c'est que le monde naturel, alors naturel au sens en réalité matériel, mécanique, totalement culturalisé aussi. Et donc cette dissociation, nous vivons dedans. Et nous la présupposons en permanence, et nous faisons, donc en écartant tous les éléments invisibles, ce qu'on pourrait dire surnaturels, on admet une distinction théologique qui remonte à la Contre-Réforme, en réalité. Et on est dedans, et c'est ce qui structure notre mode de pensée spontané. C'est qu'on est plongé dans un univers où on sait que les anges, c'est surnaturel, ça n'existe pas, alors qu'un verre d'eau, c'est matériel, ça existe. Or, c'est ça qui cloche. C'est-à-dire que c'est ça que je voudrais. On va basculer dans la deuxième partie du propos avec ça. C'est vraiment cette idée-là qui me paraît, au bout du compte, si on analyse cette histoire de l'Occident, comme je le fais, si on veut s'en sortir de la destruction du monde matériel, peut-être qu'on peut réintroduire ces dimensions invisibles et spirituelles pour modifier la perspective et nous inviter à regarder autrement le monde dans lequel on est. Sans forcément dire que les anges existent, mais juste admettre la possibilité que les anges existent. Qui peut me démontrer que les anges n'existent pas ? On ne peut pas. Or, la posture, c'est très intéressant à observer d'un point de vue aussi anthropologique, d'un point de vue accepter ce parti pris, les anges n'existent pas, revient à dire les hommes blancs scientifiques savent que toutes les populations du passé ou d'autres cultures, quand elles parlent de présence d'êtres invisibles qui font des choses qu'on ne voit pas et qui agissent, se trompent, sont dans l'erreur, nous avons raison contre les autres. Et donc c'est une posture totalement coloniale. Donc si on veut aussi s'en sortir, les deux sont liés, c'est totalement lié. Si on veut admettre une présence de l'invisible, c'est aussi une façon de se décoloniser nous-mêmes de cette histoire très longue, très lourde, qui nous a constitués comme des êtres séparés de ces phénomènes invisibles, qui pourtant se manifestent, sont perceptibles par certaines personnes, sont connus par certaines traditions spirituelles, sont acceptés parfois dans... Voilà. Et donc c'est cet élargissement du regard qui me semblait intéressant à poser comme programme de recherche et aussi comme programme politique, parce que ça revient à mettre en doute nos certitudes. Et c'est un peu le gros problème, si on fait le bilan que je peux faire de cette histoire, c'est nous souffrons de nos certitudes qui nous amènent dans le mur sans qu'on arrive à les contester. C'est vraiment ça, toujours ma question, c'est toujours celle-là. C'est pourquoi la société occidentale est incapable de mettre au premier plan. Il y a un danger énorme. On va dans le mur, et on le sait, et plus ça avance, plus c'est grave, plus c'est irréversible, et on n'arrive pas à changer. Il y a une incapacité totale à changer de perspective. Alors, je ne dis pas que prendre en compte les anges va changer radicalement les choses, mais ça peut contribuer à modifier la perspective globale sur la position des êtres humains sur Terre. En fait, c'est ça le cœur de l'affaire, c'est de dire nous ne sommes pas forcément les maîtres du monde parce qu'en fait, on ne comprend rien à ce monde. On le détruit avant de le comprendre. Le nombre d'espèces qui disparaissent avant qu'on ait pu les connaître, c'est dramatique. Donc, là, il y a quelque chose
où il y a un lien entre les questions écologiques, les questions, disons, décoloniales, et la question, même des questions démocratiques, on pourrait dire aussi, de réapprendre à vivre en se libérant de la soumission au marché. Oui, c'est d'ailleurs en changeant un peu de point de vue que vous nous dites que la République d'Irlande est une vue de l'esprit aussi étrange pour un hachoir que l'esprit du jaguar l'est pour un Irlandais. Est-ce que... La phrase est compliquée. Oui. Attends, je vais l'expliquer parce que c'est une référence directe à Philippe Descola qui a travaillé sur une peuplade d'Amazonie qui s'appelle les hachoirs. Et les hachoirs vivent avec l'esprit du jaguar. Pour eux, l'esprit du jaguar est quelque chose de tout à fait présent. Mais pour eux, un concept comme la République d'Irlande est un concept abstrait, totalement incompréhensible. Et nous ne voyons pas que nous vivons avec des entités métaphysiques. Les États, personne n'a touché l'État. L'État, c'est un ange en réalité. Enfin, la meilleure analyse de l'État qui a été faite, c'est par Ernst Kantorowicz, dit le concept moderne d'État, c'est l'angélologie de Thomas d'Aquin. L'État, c'est un être immatériel, perpétuel, qui a été créé mais qui n'a pas de fin, qui est immatériel, qui peut s'incarner, les anges peuvent s'incarner pour apparaître à tel moment, mais qui perdurent sans fin et qui sont uniques dans leur espèce. Voilà. Donc l'État est une entité métaphysique, on a complètement oublié, on vit dans la métaphysique mais on ne le voit pas. Et donc là, je ne sais pas pourquoi j'ai dit République d'Irlande, je ne sais pas du tout, mais j'ai dit République d'Irlande comme un exemple d'une entité métaphysique qui, pour des Amazoniens, effectivement, est aussi bizarre que l'est l'idée de l'esprit du jaguar pour nous. Et c'est de dire, admettons que chaque société, chaque culture a sa métaphysique, ses dimensions métaphysiques. Est-ce que c'est donc en écrivant un peu ces lignes que vous avez eu l'idée de la maison d'édition qui a suivi l'esprit et d'intégrer cette espèce de ligne éditoriale autour de l'invisible et de... Oui. Alors, j'avais oublié que j'avais écrit cette phrase exacte, donc je ne savais pas que j'avais... Mais oui, donc c'est littéralement à la suite d'une discussion autour de l'occupation du monde avec des gens que je ne connaissais pas à Bruxelles, qu'on a commencé une discussion, et de la discussion est née l'idée de faire une collection. Et la collection s'est retrouvée devoir devenir une maison d'édition indépendante. Donc on a une maison d'édition basée à Bruxelles, indépendante, qui publie des livres exactement sur cette ligne que je viens de décrire. Et oui, c'est des idées donc, que j'avais, qui ont mûri progressivement au fil des années, vers 2019-2018, mais développées en dialogue avec c'est pas moi seul, c'est avec 2-3 personnes avec qui on a eu des discussions qui nous ont dit allons-y, il y a un vrai besoin. Alors, c'est très intéressant de le faire depuis Bruxelles, qui est un lieu beaucoup plus ouvert que Paris sur ces questions-là. La Belgique est un pays catholique. Le catholicisme fait partie de la définition de la Belgique, autant que l'anticléricalisme fait partie de la définition de la France. J'exagère un petit peu quand même. Mais donc, on est plus à l'aise pour parler plus librement de ces questions-là là-bas, alors qu'en France, dans le milieu des sciences sociales, il y a vraiment des tabous. Et c'est ces tabous-là qu'on voulait casser, de dire non, on peut regarder le monde en incluant ces dimensions, et même, puisque la démarche, le projet même des sciences sociales, si on remonte à Marcel Mauss, c'est de bien décrire le monde, ça implique de bien décrire aussi les parties qui échappent au regard. Et alors, juste pour justifier... Moi-même, je n'appartiens à aucune église, je ne suis pas croyant, mais je pense qu'il y a des choses qui nous dépassent et j'ai conscience des limites de l'esprit humain, des limites de la perception humaine. Il y a des choses que nous ne voyons pas. On sait qu'il y a certains spectres lumineux que nous ne pouvons pas voir, qui nous échappent. On sait qu'il y a une partie de la réalité qui nous échappe. Pourquoi ne pas admettre que certaines choses nous échappent et que certaines personnes, certaines traditions, certains savoirs sont capables de capter des choses que nous ne captons pas spontanément, habituellement. Voilà. C'est vraiment ça tout l'enjeu de la question. Et donc de remettre en cause les préjugés dominants en France qui, de façon complètement invisible, associent le rejet de l'islam, parce que c'est vraiment ça le problème français. C'est le cœur de la crise culturelle française, c'est la haine de l'islam qui masque le colonialisme mal digéré, etc. Non, l'islam n'est pas forcément une force hostile, c'est une façon d'être qui peut être intéressante à comprendre aussi. Et alors, donc, dans cette collection, cette maison d'édition, on retrouve des textes qui sont relativement proches de votre sujet de prédilection, comme Christine l'Admirable. Je l'ai écrit forcément, oui. Oui, mais il y en a d'autres qui sont quand même qui abordent des aspects un peu plus presque ésotériques.
Comment on fait pour aborder les thématiques vraiment proches de l'ésotérisme d'un point de vue des sciences humaines et sociales avec un regard très critique aussi? Je pense notamment à celui, par exemple, sur Walter Benjamin et l'astrologie. Oui, que j'ai traduit, oui. Voilà. Que j'assume aussi, tout à fait. Oui. Non, merci pour on saute d'emblée dans ce sujet. Il y a beaucoup de façons différentes de faire et on ne préconise pas une seule voie. On sait pas, il s'agit. Une maison d'édition n'est pas une ligne éditoriale qui imposerait quelque chose. Il y a plein de façons différentes. On veut proposer des choses très différentes, mais toujours avec un élément. Alors, pas ésotérique, justement. L'ésotérisme, c'est il y a un savoir secret qui est partagé entre un petit nombre. Et c'est même une sorte de contradiction à publier de l'ésotérisme. L'ésotérisme, c'est quelque chose qui se partage avec des initiés en petits cercles. Nous, alors, il y a plusieurs niveaux de publication. Le premier, c'est vraiment les études de sciences humaines, sociales. Je prendrais plutôt comme exemple le livre de Grégory Delaplace sur les maisons hantées, donc une enquête dans les maisons hantées anglaises, où donc c'est un anthropologue tout à fait respectable de l'école pratique des hautes études, il y a tous les certificats de bonne conduite, et qui a voulu travailler sur les archives d'une société savante anglaise, qui est la Society for Psychical Research, donc une société fondée dans les années 1880 à Cambridge par des gens très savants, donc des philosophes, scientifiques, hommes politiques, enfin c'est vraiment le gratin, qui s'intéresse à... il y a une vogue des phénomènes paranormaux, comme ça, pour aller vite, notamment le spiritisme. Il y a parfois des traductions religieuses, para-religieuses, ou juste des pratiques de charlatans. Enfin, et ils voulaient avoir le cœur net et comprendre ces phénomènes. Donc c'est une volonté d'avoir une approche scientifique de ces phénomènes. Et la société a existé, enfin existe toujours, elle continue à publier, à être active. Et Grégory a choisi comme terrain, parce que lui avait étudié le rapport aux morts en Mongolie, la façon dont la société réagissait à des demandes de personnes qui disaient ma maison est hantée, il y a des présences dans ma maison, aidez-moi à comprendre. Et donc dans le livre, il suit un enquêteur, on est après la Seconde Guerre mondiale, un enquêteur qui répond à ces demandes et qui va dans 3 cas, et à chaque fois dit aux gens mais non, c'est rien, voyez, vous êtes victime d'hallucinations, etc. Enfin, c'est très intéressant, c'est une façon d'observer les demandes, les réponses, et alors il donne aussi des extraits d'autres enquêteurs qui sont plus sympathiques. Voilà. Donc en gros, c'est pas du tout un livre sur les maisons hantées directement, c'est une enquête sur les enquêtes. Parce que c'est une enquête sur les enquêteurs. Et là, c'est absolument légitime de faire ça, mais ça veut dire que c'est un travail dans lequel l'anthropologue ne prend pas parti, ne dit pas non, les fantômes n'existent pas, on sait bien, on va montrer comment certaines personnes sont victimes d'illusions. Non, c'est pas ça. C'est de prendre au sérieux. Il y a des personnes qui partagent, qui ont une intelligence particulière, c'est ça le mot à un double sens, qui saisissent certaines choses que d'autres ne voient pas, et il n'est pas légitime de disqualifier par principe ces personnes qui perçoivent des choses, c'est juste admettre qu'il y a différentes façons de se rapporter et essayer de comprendre c'est quoi ce phénomène d'un espace, d'un lieu dans lequel il y a des présences qui surgissent. Voilà. Donc là, ça reste totalement scientifique d'un point de vue, c'est conforme aux règles de l'anthropologie, avec une enquête, etc., tout en admettant qu'on ne sait pas. Alors, c'est ça aussi la chose. Moi, sur Christine l'Admirable, c'est un cas d'une femme miraculeuse active dans la région de Liège dans les fin 12e, début 13e siècle, qui fait des choses totalement hors du commun. Même chose, je ne juge pas. Une chose un point qui m'intéresse beaucoup et j'aime bien parce que ça choque vraiment l'esprit matérialiste occidental, c'est la lévitation, les gens qui s'élèvent. Et je travaille beaucoup sur les franciscains et tout un courant de franciscains mystiques, où c'est normal, et ils l'écrivent, ils en parlent en permanence comme d'un phénomène absolument normal. Tel frère va dans la forêt, se met à prier, et puis il s'élève. Et François d'Assise s'élève, va prier, et son secrétaire, frère Léon, embrasse la plante de ses pieds. Voilà. C'est des phénomènes tout à fait normaux. On s'élève et il se passe des choses. Sainte Douceline en Provence, au XIIIe siècle, il y a des miracles, il y a des guérisons sous ses pieds quand elle est en lévitation. Donc, la documentation est tellement riche sur ce phénomène jusqu'au XIXe siècle qu'il est absolument indubitable que
des personnes en prière, en extase, peuvent s'élever. Voilà. Thérèse d'Avila parle de ces extases. Elle en a peur. Thérèse voudrait ne pas s'élever. Elle prie pour ne pas l'éviter. Au contraire, voilà. Donc, ça m'intéresse beaucoup de voir ces phénomènes-là et de dire, ben non, en fait, ça existe. Et la vraie question, c'est pourquoi nous ne savons plus l'éviter ? Pourquoi cette lourdeur occidentale moderne qu'on on ne sait plus. Le phénomène s'est interrompu. Alors je trouve personnellement, parce qu'en plus je l'ai sous la main, mais que le phénomène des corps arc-en-ciel est quand même assez troublant, on va dire, pour le regard occidental aujourd'hui. Si vous pouvez nous en dire quelques mots. Voilà, le corps arc-en-ciel, c'est un phénomène qui est observé dans certaines traditions tibétaines. Donc Francis Tizot, qui a mené cette étude, alors lui-même est prêtre catholique et il l'a fait dans un but de comparaison entre ce phénomène-là et la résurrection du Christ. Mais indépendamment, il fait un travail de terrain, il interroge les personnes, il va dans les villages pour étudier ces cas de disparition du corps d'un sage dans la semaine qui suit son décès. Le corps physique, et c'est observé dans plusieurs cas, le corps physique après le décès rétrécit, disparaît, et il y a un phénomène lumineux qui se produit, on appelle ça arc-en-ciel, parce que c'est un énorme phénomène lumineux, comme si le corps physique se convertissait, se transformait en lumière. Et il n'y a plus rien. Et le corps a disparu. Et après, il fait une enquête sur l'origine, donc c'est dans la tradition de Dzogchen, qui est un truc très particulier que je ne vais pas tenter d'expliquer ici, qui n'est pas que bouddhiste, mais qui est notamment bouddhiste, qui peut être autre chose, et qui a des origines qu'il essaye de retracer dans des convergences multiples dans des oasis de la route de la soie entre le 7e et le 9e siècle, avec des croisements entre chrétiens, manichéens, musulmans, bouddhistes. Des choses passionnantes, très complexes, mais très difficiles à cerner, mais des suggestions très très riches, avec une hypothèse que, au fond, il y a une ligne chrétienne orientale, parce que tout à l'heure on parlait du christianisme occidental, mais il y a un autre christianisme oriental, pas le monde grec, le grec est central. L'Orient, c'est le christianisme de langue syriaque qui s'est répandu donc justement le long de la route de la soie jusqu'en Chine. Et le christianisme de langue syriaque qui arrive en Chine au IXe siècle est décrit comme la religion de la lumière. Ce qui n'est pas comme la façon dont on décrirait le christianisme dans nos terres. Et ça veut dire que la pratique principale était de communier avec le corps ressuscité du Christ. C'est ça la pratique eucharistique. Et le but de la pratique était de ressusciter. Et on a c'est assez rare, mais on a quelques cas de saints dont le corps disparaît. Le but d'une pratique ascétique, aller jusqu'au bout, ça veut dire arriver à dominer à un tel point le corps que le corps va disparaître et se transformer en autre chose. Comme l'heure tourne et file même, est-ce qu'il y a quelques questions dans l'audience, dans le public ? J'arrive. Ah, oui. On va en parler, oui. Non, mais parce que c'est intéressant, justement, toute la dernière partie où il pratique, il a une pratique, entre guillemets, je ne sais pas comment l'appeler, médicale ou ésotérique, et il est d'actualité. Il est à Paris, herboriste. C'est ça. Enfin, moi, ça m'a passionné, son histoire. Ce livre, il est extraordinaire, il est absolument extraordinaire. Oui, parce que ça vient de ça. C'est le dernier livre qu'on a publié, donc c'est notre 12e titre. Donc Gabriel Agaï est un Parisien de naissance, d'une famille juive, et il a voulu, une famille marocaine, d'origine marocaine, une partie marocaine, une partie orientale, donc du monde turc, et il a voulu vraiment aspiration à connaître la doctrine et la pratique et devenir un saint lui-même. Voilà. Et donc, à 18 ans, il est parti vivre à Jérusalem, il a fait son éducation, il a traversé différents milieux qu'il décrit. Comment ? Le livre, c'est itinéraire d'une initiation, parce que aussi c'est un poète qui aime les allitérations. Donc, c'est lui qui a choisi le titre. Et il a trouvé un maître au fond de la synagogue, un homme discret, etc. Mais il a compris que c'était son maître et il a fait une initiation avec cet homme qui était de tradition yéménite et qui appartenait à une confrérie
Donc là, ésotérique, c'est vraiment de transmission secrète, d'apprentissage secret, de pratique secrète. Il dit c'est une confrérie qui se transmet de maître à disciple depuis Moïse. Et ça, moi, on rigole pas, il rigole pas. Il y a une vraie transmission de maître à disciple qui remonte à Moïse, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Je voudrais le dire au passage. Et Moïse, comme un vrai saint, est mort le jour de sa naissance. Donc il est né et mort un 7 mars. Peu importe, mais pas peu importe, c'est important de dire ces choses-là. Et donc il a un savoir ésotérique, et à un moment, donc, le maître est mort, il a eu un deuxième maître qui lui a dit, pour arriver vraiment au bout de ton chemin, tu dois couper tes attachements. Et donc il s'était arrivé dans un milieu juif orthodoxe. On l'a marié très vite, il avait une femme et des enfants, et ce qu'il devait faire, c'est quitter sa femme et ses enfants pour partir. Donc il est parti à Boston, où, continuant sa pratique, il a vu Dieu. Voilà. Et depuis qu'il a vu Dieu, on a le même âge, et donc l'année où j'ai soutenu ma thèse, il a vu Dieu. Donc on n'a pas vraiment le même parcours, mais je suis très très fier de l'avoir rencontré, de publier son livre, parce que c'est son premier livre écrit. Il avait il a fait des petits textes, mais il n'avait jamais fait de livre. Et donc depuis, il a un rapport au monde très très différent, et il se dit, il se retient d'être en extase permanente pour essayer de participer au monde, parce qu'il sait qu'il faut faire des choses dans ce monde, agir socialement dans le monde. Donc il est très engagé dans des actions de soutien aux sans-abri, et dans le dialogue interreligieux, militant pour la paix. Il a des pages très très fortes sur la paix, le besoin de comment on peut arriver à une paix en Israël, en Terre Sainte, comme il dit. Il refuse de parler d'Israël parce que le nom même d'Israël dévoie le sens de ce terme. Et on a un chapitre très fort sur le sionisme, perversion du judaïsme, qui va très loin, qui dit des choses vraiment très belles et très fortes sur ces questions-là. Et donc, il a travaillé un temps comme codicologue paléographe sur des manuscrits médiévaux hébreux. C'est un homme extraordinaire qui a tous les savoirs possibles. Et la vie a fait qu'on lui a proposé de reprendre une herboristerie à Ménilmontant, et il y est 3 jours par semaine. Et je lui ai demandé, mais tu connais un peu? Il dit, oui, on a ça dans la famille depuis 1000 ans. Donc voilà, il communique avec ses ancêtres qui lui donnent des conseils, mais il s'y connaît vraiment donc, en herbe. Il est aussi calligraphe, chanteur, poète, il a tous les dons. Et le lundi, dans la boutique, il procède à des guérisons. Des guérisons qui font appel à une technique, donc ça c'est vraiment les techniques secrètes, et ce livre dévoile pour la première fois à la fois certaines doctrines qu'on ne connaît pas du tout. Par exemple, on ne sait pas que la réincarnation existe dans la tradition juive. Voilà. Mais lui en parle, et il explique aussi pourquoi on n'en parle pas. Ce qui compte, c'est la vie présente, et on ne doit pas s'intéresser, on ne va pas se complaire dans les vies passées ou rêver des vies futures. Ce qui compte, c'est d'être dans le présent, mais bien évidemment, la réincarnation est tout à fait présente. Et donc les guérisons c'est une technique qui fait appel à l'incorporation des archanges. Voilà, il y a des techniques. Je l'ai vu faire une fois, donc c'est très très impressionnant. Et il y a tout un attirail, tracer un cercle au sol. Il a bien voulu nous donner des photos même de certains objets, donc on est très fiers de montrer ça. Là, on est dans le dévoilement de pratiques ésotériques. C'est pas du tout l'ésotérisme au sens commun du terme qui voudrait dire on va vous révéler des secrets contre 33 €. Non, c'est pas ça. Là, c'est un vrai sage, quelqu'un qui a eu une initiation dans une tradition qui révèle certains secrets. Mais vous avez remarqué, il ouvre la porte, mais il va pas très loin. Il dit non, ça va. Et il fait comme les bons kabbalistes. Donc, il est ce qu'on appelle la Kabbale, mais la Kabbale est un petit nom qui ne correspond pas vraiment à l'ampleur de cette tradition, où la pratique principale, c'est quand même la prière, c'est apprendre des techniques de prière. Et comme les bons kabbalistes, il y a des erreurs. Quand on écrit des textes ésotériques, quand on révèle des secrets, on introduit des erreurs volontaires pour que les ignorants se trompent. Et que le sage, là, il y a l'erreur volontaire, elle est là, j'ai compris. Voilà. Donc, il y a une chose un peu codée. Voilà. Donc là, il n'y a pas d'erreur volontaire, mais il y a une limitation volontaire. Il ne dit pas tout, mais il est déjà en train de préparer un deuxième. Il est tellement content d'avoir écrit qu'on prépare déjà la suite. Mais là, donc c'est un travail très différent, un statut très différent des travaux de sciences sociales dont on parlait avant. Là, c'est vraiment le témoignage. Et ça nous intéresse aussi beaucoup d'avoir des témoignages de personnes, d'être à l'intérieur de traditions.
et là avec quelqu'un qui connaît les archanges, qui sait qu'il les connaît très bien, il connaît leurs noms, il sait les appeler, et il sait que c'est dangereux, qu'on ne manipule pas ça n'importe comment, et qu'il faut justement cette préparation, cette initiation avant de pouvoir faire ce genre d'opération. Mais donc oui, c'est un livre absolument extraordinaire et dont on espère qu'il aura un écho tel qu'il va renouveler un petit peu la discussion au sein du judaïsme français actuellement, parce qu'il y a une sorte de dérive sioniste assez effrayante. Je termine sur ce livre, sur un mot. Un des enseignements qu'il a retenu de son premier maître yéménite est très très beau et dit ce n'est pas nous qui attendons le Messie, c'est le Messie qui nous attend. C'est-à-dire c'est à nous de créer une société juste, paisible, spirituelle, dans laquelle le Messie pourra venir. Il ne viendra pas tant qu'on n'aura pas préparé le terrain. C'est à nous de préparer les choses, c'est pas l'attente de quelque chose qui viendrait du ciel de façon inopinée, c'est à nous de le construire. Pas sûr que nos générations soient capables de l'accueillir. Y a-t-il d'autres questions ? Alors, je vais en poser une dernière du coup. Moi, je voulais revenir sur un sujet que je n'ai pas encore évoqué, c'est la couverture de l'occupation du monde, dont, entre guillemets, je n'avais pas fait particulièrement attention avant de le lire, mais à la lecture, je me suis rendu compte qu'elle était quand même déjà particulièrement belle et qui a un sens en plus. Oui. Alors, je suis content d'avoir... Donc, le livre est paru en 2018, il était épuisé depuis longtemps, et donc, je suis très très heureux que Point Essai ait bien voulu le reprendre, alors que je ne passe pas à la radio ou à la télévision, et que voilà, je ne passerai pas, quoi. Mais c'est quand même bien d'avoir un livre en poche, et qu'ils aient bien voulu garder la couverture d'origine, enfin, elle est un peu modifiée, mais d'origine, de Zone Sensible, qui est donc une proposition de l'éditeur, Alexandre Lemonnier, qui a fermé la maison d'édition. Ça fait 2 ans qu'il ne publie plus de livres, mais c'est une maison qui a vraiment marqué le paysage de l'édition en sciences humaines et sociales des années 2010, on peut dire de 2011 à 2020. Quoi. Et donc je suis très fier d'avoir travaillé avec lui. Et c'est lui qui a proposé cette image qui vient d'un atlas historique publié en Angleterre en 1828, je crois. Donc c'est la première planche d'une série de cartes qui représente donc précisément l'extension des terres connues. Et les dernières cartes représentent le monde en 1828, où à peu près le monde entier a été découvert par les Occidentaux. C'est pas encore le monde de Victoria et la colonisation britannique partout, mais on sent déjà cette perspective. Et donc l'espace s'agrandit au fur et à mesure des cartes. Et là, c'est le tout début. C'est-à-dire, on voit le jardin d'Éden, qui est ce petit espace jaune au milieu. C'est le jardin d'Éden. Et tout autour, c'est l'inconnu. C'est le monde qui va se dévoiler. Les nuages vont s'écarter, etc. Or, ce qui est saisissant, quand on voit cette image, on peut, à l'inverse, voir des nuages noirs qui arrivent et qui, petit à petit, à l'inverse, prennent tout l'espace et menacent le petit jardin d'Éden qui reste. Et donc on peut voir, du coup ça m'intéressait de proposer cette image aussi comme réflexion sur les 2 images de façon possible de voir et de se poser la question, est-ce qu'on n'a pas un rapport à l'histoire qui est en train de se transformer, parce qu'avec tout ce qu'on raconte, c'est aussi la fin de l'idée du progrès. Je ne sais pas si beaucoup de gens croient encore beaucoup à l'idée d'un progrès, au sens où on y croyait depuis 1750, parce que le mot apparaît vraiment très précisément en 1750, c'est le grand thème des Lumières. Là, je crois le progrès nous amène dans une situation où on ne peut plus vraiment parler de progrès, et même s'il y a des choses dans lesquelles on voudrait progresser, on peut faire des progrès en sainteté, en sagesse, dans le domaine spirituel. Il y a plein de progrès à avoir. C'est une notion qui a un sens d'avoir des avancées, mais à l'échelle globale d'une histoire de l'humanité, je pense qu'on commence à avoir des gros doutes. Depuis un certain temps déjà. Donc c'est ça qui m'intéressait dans cette image de... voilà. Écoutez, merci beaucoup. Peut-être, est-ce que, j'en profite, on va terminer peut-être sur la collection. Est-ce qu'il y a un ouvrage en particulier, puisqu'on m'a devancé, je voulais vous demander de vous parler du Gabriel Agaï, mais est-ce qu'il y a un ouvrage en particulier que vous souhaiteriez présenter et défendre? Ouais, merci. En fait, c'est mon préféré de l'histoire.
celui qui coûte le moins cher. Bon, je blague. Un livre qui s'appelle « Deviner le monde », qu'on a traduit de l'italien, d'un historien italien, Giulio Busi, qui est notamment historien du kabbalisme, du judaïsme, mais plus globalement de la Renaissance. Et c'est un très très grand savant qui travaille à Berlin, qui écrit beaucoup, très vite et très bien. Et c'est pendant le Covid, pendant les confinements, il a écrit ce petit livre on lui avait commandé un livre sur la divination, et il a transformé le projet en un livre donc sur plus globalement la connaissance du futur et les pressentiments. Et c'est un petit livre fait de petits chapitres, très, très brefs, qui analysent différentes, alors soit des textes antiques, des pratiques anciennes, des textes littéraires classiques, des relectures très fines de tels passages de Dante, Shakespeare, Kafka, à chaque fois sur le thème de la prémonition, du pressentiment, et intercalé des petits épisodes contemporains de personnes qui racontent des expériences. Et 2 passages où c'est lui-même qui parle de ses propres expériences de pressentiment, prémonition. Voilà. Et c'est très très fin, c'est très très subtil. Il ne propose pas une théorie générale, mais il va dans une direction qui est vraiment très intéressante. Tout le monde a eu des prémonitions, non? Je sais pas, parmi vous. Qui n'a pas eu de prémonition ici? Qui n'a jamais fait un rêve prémonitoire, senti une chose? Dans le fond, vous êtes... Le canapé fatigué, blasé. Ouais. En réalité, on a tous ces choses-là. On pense à quelqu'un et pof, on le voit arriver. Ça peut être une chose minuscule, mais ça arrive. Et c'est une expérience extrêmement frappante dont on ne parle jamais. Et donc là, je pense que c'est un livre parfait pour aborder cette expérience, voir à quel point elle est complexe. Et en gros, ce qu'il essaye de suggérer, c'est on perçoit, enfin, le présent, ça, il n'est pas le seul à le dire, hein, le présent, c'est pas juste l'instant où on est, c'est un truc un peu plus large qui est lié à la conscience. Enfin, c'est assez complexe à saisir, mais le présent est beaucoup plus un espace qu'un juste un point. Et on peut percevoir des choses qui n'ont pas encore eu lieu, mais dont il y a une sorte de reflet émotionnel. Et on perçoit des émotions du futur qui nous arrivent. Et c'est par là. Et donc les médiums, souvent, sont des personnes qui perçoivent, qui lisent en vous vos propres émotions, qui réfléchissent, qui reflètent des choses qui vont vous arriver. Voilà. Et donc c'est un livre vraiment très beau. Enfin, c'est très très bien écrit. Et j'ai révisé la traduction et c'est un très beau texte. Donc voilà. Et comme c'est le livre dont on a le moins parlé, on a une petite chronique dans le monde, mais comme l'auteur vit à Berlin, il ne vient pas en France, etc. On n'a pas fait beaucoup d'événements autour de ce livre, mais vraiment c'est celui qui me met le plus cher de ce point de vue, et le moins cher. Deviner le monde. Merci beaucoup, merci à tous. Je pense qu'on peut applaudir Sylvain. Merci. Il s'agissait d'une rencontre avec Sylvain Piron, cofondateur des éditions Vue de l'Esprit, à la librairie Ombre Blanche, vendredi 7 mars 2025, autour de la publication chez Point de son ouvrage « L'occupation du monde ». Réalisation et mise en onde, Radio Radio en partenariat avec Radio Radio Plus et Radio Terre.
snart. Känner nog, I just